Avec la sortie relativement récente d'un livre et une multitude de rumeurs de renaissance, Internet a fait un retour triomphal dans le monde mystérieux et hilarant de Gravity Falls. Et bien sûr, cela nous inclut aussi. Je vais juste ignorer ça. Voici Gravity Falls, les personnages du bon au mauvais. Allons directement dans l'étrangeté. Comme toujours, on débute avec les personnages semi-fiables du côté des gentils. Une médaille d'or de la bonté doit enfin être attribuée. Cette personne n'est autre que Tyler Minion Beaker. Compris. Même sans retenir son nom, vous vous rappellerez sûrement ce gars comme l'un des running gags emblématiques de la série. Rien de négatif à dire sur Tyler. C'est un passionné au tempérament doux, toujours là pour motiver, surtout les grands roux musclés. Patle. Je veux dire, on ne juge pas. Tyler est notre premier choix en raison de son rôle dans le candidat stanchurien et au-delà. Parmi les candidats à la mairie de Gravity Falls, il est le plus honnête. Lors de l'apocalypse bizarre, Tyler se dresse entre les habitants et Bill Cipher pour les protéger. Maigre et fragile, il a pourtant un cœur en or et une volonté d'acier. Pour nous, il mérite la médaille d'or de la bonté. En deuxième position très proche, on retrouve Soos. Ton visage est bien, je suis Soos. Qui n'aime pas Soos? Ce gaufre adorable ou humain reste l'allié le plus fidèle des jumeaux du mystère, toujours prêt à les suivre dans leurs aventures. Ayant autant un cœur d'enfant que Dipper et Mabel sont des enfants dans tout le reste, même s'il est un peu un grand enfant, Soos est aussi une bonne figure de grand frère. Il est prêt à risquer sa vie pour protéger Dipper et Mabel. Qu'il s'agisse de les sauver du Gobblewonker ou de décrire le fait de veiller sur eux comme sa mission personnelle dans l'épisode Pas ce qu'il semble, Soos est toujours là pour eux. Le pire qu'on puisse dire sur Soos, c'est son côté enfantin, qui entraîne parfois de mauvaises compétences sociales. Donc, tu es probablement une fille, non? Faux. Soos est un homme sincère et compatissant, toujours prêt à aider les autres, ce qui lui donne une place de choix sur notre liste. Je veux dire, n'oublions pas que même devenir littéralement un zombie n'a pas pu l'empêcher d'être plutôt poli. Puis-je détester ton cerveau? La dernière fois, nous n'avons pas assez reconnu Dipper Pines. Aujourd'hui, il reçoit la médaille de bronze du bien. Mabel est souvent vue comme la gentille sœur. Mais je trouve qu'on souligne peu que Dipper est très bon pour son âge. Il est parfois impulsif et égoïste, comme lorsqu'il a utilisé le stand de lavage de cerveau en campagne ou dans sa poursuite de Wendy. Même sans le vouloir, il a presque fait tuer Robbie par un personnage de jeu vidéo. Cependant, cela n'enlève rien au fait que Dipper reste l'un des personnages les plus bienveillants et altruistes de la série. Les jumeaux s'aiment, mais Dipper est nettement plus altruiste dans leur relation. Il fait toujours des sacrifices pour sa sécurité, quitte à renoncer à un stage d'été chez Ford. Pour qu'elle revienne dans le monde réel, même si Mabel lui a finalement donné sa bénédiction pour tenter sa chance, le fait qu'il ait été prêt à y renoncer malgré tout reste vraiment touchant. Sans même évoquer toutes les créatures dangereuses découvertes à Gravity Falls cet été-là. Dipper est un bon gars, et même s'il fait un peu monsieur je sais tout, il l'a bien mérité. Après le podium des gentils, passons à l'adorable Waddles. Oh là là, c'est un cochon. Franchement, cela ne devrait nécessiter que très peu d'explications. Alors que les personnages humains ont presque toujours un péché à leur attribuer, Waddles est un chiot dans un corps de cochon. Toujours loyal envers Mabel, Dipper et le Mystery Shack, il n'a pas les exploits des 3 premiers, mais suit volontiers le mouvement. Tout ce qui rend Mabel heureuse ce jour-là, et être un compagnon loyal, c'est précieux. Mais Waddles n'est pas le seul ami de Mabel. Il y a aussi Candy et Grinda. Je suis tellement excité que je ne respire plus. Vraiment. Ces deux-là ont toutes les deux leurs forces et leurs faiblesses. C'est trop. Grenda est très sûre d'elle et forte, et elle utilise cette force pour aider ses amis de toutes les manières des possibles. Candy, en revanche, a plus de cerveau que de muscles, mais elle est aussi plus sensible et ouvertement empathique que Grinda. En plus de cela, toutes les deux sont des amies farouchement loyales envers Mabel, et servent souvent de voix de la raison pour elle. Comme lorsqu'elles essaient de la convaincre de laisser partir plusieurs fois. Le pire que l'on puisse dire sur ces deux-là, c'est qu'elles sont comme des êtres humains imparfaits, ceux qui genre... Oh non, on va parler d'un Satan triangulaire plus tard. Donc je pense qu'on peut pardonner d'être un peu agressif ou sournois de temps en temps. Qui n'a pas laissé un béguin perturber sa vie d'une manière ou d'une autre, après tout? En parlant de béguin, voici Mélodie, la première fille à obtenir un rendez-vous avec Soos. Elle apparaît rarement dans la série, donc cette entrée sera brève. Au-delà d'être adorable, il faut souligner qu'elle a offert une seconde chance à Soos, malgré un rendez-vous presque catastrophique façon Five Nights at Freddy's. Cela montre une grande patience. À la fin, ils travaillent ensemble au Mystery Shack et semblent plus heureux. Passons à une histoire d'amour plus présente à l'écran. Wendy Corduroy. Wendy a 2 traits principaux qui constituent l'essentiel de son personnage. Elle est cool et elle est le béguin de Dipper. En tant qu'adolescente, elle a parfois des moments d'égoïsme et elle est aussi prête à embêter Thompson sans véritable raison. Mais c'est juste pour s'amuser, ce qui, pour être honnête, est quelque chose dont tout le groupe est coupable, sauf peut-être Mabel de toute façon. Wendy peut aussi profiter de la gentillesse des autres,
Elle se relâche au travail dès qu'elle en a l'occasion, laissant la plupart des tâches à Sous. Quand Mabel a brièvement pris sa place, Wendy l'a manipulée pour faire tout ce qu'elle voulait. Elle mérite la médaille de la paresse. Mais heureusement, c'est le pire que Wendy ait fait. Ses méfaits sont légers et il n'arrive pas à éclipser ses bonnes actions. Tu es la personne la plus cool que je connaisse. Je sais, mec. Appelle-moi pour en parler plus tard. Elle a aidé Dipper et son groupe lors de missions dangereuses, notamment l'Apoca Dipper. Elle sait aussi aborder des sujets délicats, comme quand elle a facilité l'aveu de Dipper sur ses sentiments. Elle est aussi prête à utiliser sa force pour défendre ses amis, et comme Suze, elle veille sur les plus jeunes du groupe d'amis. Par exemple, lorsqu'elle a accompagné Mabel et ses amis dans leur quête de licorne. Cela pourrait être controversé ou peut-être pas. En fait, ça ne l'est probablement pas. Mabel Pines est un personnage à la fois clivant et très attachant. Aussi étonnant que cela paraisse, elle est le Ned Flanders de Gravity Falls. Réfléchissez-y. Elle est tellement gentille que tout son personnage est pratiquement défini par cette qualité dans l'épisode La dernière Mabelcorn. Le simple fait de penser qu'elle n'est pas totalement pure de cœur lui provoque une véritable crise existentielle. Et dans plusieurs épisodes, elle utilise son temps libre pour faire de bonnes actions pour les autres. Même si elle peut être un peu trop fière d'être gentille, il est indéniable qu'elle prend un réel plaisir à faire de bonnes actions pour les gens, que ce soit en jouant les entremetteuses ou en les aidant à surmonter leurs peurs. Mais il y a aussi l'éléphant dans la pièce. Mabel est égoïste. Eh bien, c'est une horrible opportunité pour moi. Au moins un peu égoïste. Permettez-moi de préciser que je ne pense pas que Mabel mérite d'être autant diabolisée par les fans. Même égoïste, elle finit souvent par comprendre et en tirer une leçon, comme lorsqu'elle pousse Dipper à accepter le stage de Ford, s'il le veut vraiment. Mais cela ne change pas le fait que, même si Mabel n'est pas une mauvaise personne, ni même une mauvaise sœur, elle ne fait pas autant pour Dipper qu'elle ne fait pour elle-même. Aujourd'hui, j'ai appris que la moralité est relative. Elle privilégie chaque garçon qui lui plaît cette semaine, ce qui fait d'elle un choix facile pour la médaille du pêcheur perdu. Le résultat, c'est que Dipper doit souvent sacrifier son propre bonheur juste pour que Mabel ait une chance d'avoir le sien. Il y a des moments, comme dans Opéra des chaussettes, où elle fait un effort pour lui rendre sa gentillesse, montrant qu'elle lui est vraiment reconnaissante. Mais il y a d'autres moments, comme dans Weird Mageddon, où son désir de rester dans un été sans fin provoque carrément l'apocalypse. Cependant, pour sa défense, il n'y avait aucun moyen pour elle de savoir que cela arriverait. Et on sait tous que Mabel est assez facile à manipuler, en parlant de personnes faciles à manipuler. Thompson, pauvre Thompson, ce gars est un punching ball pour ses amis, tout ça juste pour pouvoir être leur ami. Je suis juste content d'être inclus. Je veux dire, mince, dans l'épisode du Dieu de l'amour, même Dipper se moque de lui, Dipper le... La meilleure façon d'apporter des snacks pas chers au concert, idée entièrement de Dipper. Littéralement. Tout ce que Thompson veut, c'est être inclus, au point que, lorsque le groupe se sépare, il fait de sa mission de les aider à s'entendre par tous les moyens nécessaires. Ce gars mérite mieux. Tout simplement. Combien de fois Thompson mérite-t-il mieux? Several Timez, le boys band adoré de Mabel, Candy et Grenda, s'est révélé un produit des entreprises hollywoodiennes, créé pour être vendu à des enfants et à leurs parents fatigués. C'est courant à Hollywood, mais pour Several Timez, c'est littéral. Leur patron les traite comme des animaux, ne les nourrit que s'ils travaillent bien et menace de les remplacer par des clones. Heureusement, les filles les libèrent et ils restent sympas. Plus tard, dans l'épisode Weird Mageddon, ils servent de source d'énergie pour le robot du Mystery Shack que la ville utilise pour combattre Bill, devenant ainsi un autre membre du groupe de personnages. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce groupe. Suzanne la paresseuse porte-t-elle ce surnom à cause de son œil paresseux? Elle gère le restaurant de Greasy et reste sympathique avec ses clients. Le plus marquant la concernant fut son rendez-vous avec Oncle Stan. Ce qui, je veux dire, je suppose que je ne peux pas lui en tenir rigueur, non? Ton œil est bizarre. Parlons-en. Écoute, tous ces personnages ne sont pas forcément intéressants à commenter. Certains diraient que la prochaine place sur la liste revient à Mère Mando. Et c'est vrai... Il y en a qui m'appellent Mère Mando. C'est parce que Mère Mando, c'est de l'argent. Mère Mando a un rôle mineur dans la série. Il n'apparaît que dans un épisode et fait un caméo dans celui de la Société de l'œil aveugle, où il subit un mariage arrangé avec un lamentin. On l'a donc peu vu. Mais cela en dit long sur son caractère, qu'il ait été assez altruiste pour l'épouser, afin de garder son royaume en sécurité et même écrire à Mabel à ce sujet pour qu'elle puisse passer à autre chose facilement. Même s'il ne pouvait pas être un petit ami, il restait un très bon ami, ce qui a de la valeur. Passons maintenant au personnage plus imparfait, du niveau des bons. Ensuite, nous avons l'abuelita de Sauce, doublée par Matt Chapman, qui imite plutôt bien Consuela de Family Guy. J'ai passé l'aspirateur sur les murs. Abuelita est désormais la seule parente de sang avec qui Sous reste en contact régulier, puisqu'ils vivent ensemble. Elle est évidemment une grand-mère aimante pour Sous, faisant de son mieux pour le protéger de la vérité sur l'abandon de son père pendant son enfance. Elle lui a même fait des biscuits en forme de dinosaure pour essayer de lui remonter le moral. Ça compense presque qu'elle l'ait suivi chez Mélodie. Franchement, tu viens de voir ton petit-fils risquer sa vie plusieurs fois. Ça devrait lui coûter quelques points, non? Comme elle va bien, je n'ai pas de raison d'appeler le député d'Irlande et le shérif Blows,
deux policiers parmi les personnages secondaires les plus marquants de la série. Ils ont sans doute la relation la plus chaleureuse et solidaire de la série. Même s'ils ne sont pas les policiers les plus fiables, ils cherchent toujours à faire régner la justice et à s'entraider. Tu es un diamant dans la pièce. Le pire qu'on puisse dire à leur sujet, mis à part leur incompétence occasionnelle, c'est qu'ils ont tendance à se moquer assez souvent des habitants de la ville. Des citoyens bouleversés comme le vieux McGucket face à Dipper, un enfant. Ensuite vient le 8e et demi président des États-Unis, Sir Quentin Tremblay 3e. 8e et demi. Tremblay, ce n'est pas à cause de quelconque manquement moraux qu'il est aussi bas dans cette catégorie. Il est ici car il n'a pas trouvé la bonne voie professionnelle. Connu comme le résident le plus ridicule de l'histoire des États-Unis, il n'a rien accompli de concret pendant son mandat. Il a mené une guerre contre les crêpes. Ce n'est pas un mauvais gars. Il a même utilisé ses privilèges présidentiels pour envoyer Blubbs et Derland en vacances, alors qu'ils ont tenté de l'arrêter presque tout l'épisode. Il n'est peut-être pas un bon président, mais reste globalement correct. Il est temps d'aborder l'un des meilleurs arcs de rédemption, Fiddleford McGucket. Si seule la première saison comptait, le vieux McGucket serait bien plus bas. Rien que dans cette saison, il est coupable de plusieurs délits, allant de la création d'un monstre robotique pour attirer l'attention de son fils, à un casier judiciaire comprenant la fabrication d'autres robots géants pour faire face à d'autres traumatismes. McGucket est vraiment un personnage à part. Aussi sympathique soit-il, il n'a toujours pas toute sa tête. Attention à toutes les unités. Nous avons un vieux fou parmi nous. On apprend plus tard qu'il n'a pas toujours été ainsi. Fiddleford a créé la Société de l'œil aveugle pour effacer les souvenirs de citoyens de Gravity Falls, ce qui a gravement affecté son esprit. McGucket a eu du mal à l'accepter. Travailler avec Ford pour évaluer sa machine interdimensionnelle et le traumatisme causé par la vraie nature de Bill n'ont rien facilité. Cela l'a amené à quitter Ford en le prévenant que son invention était trop dangereuse, et le traumatisme l'a poussé à créer le pistolet effaceur de mémoire. Il finit par se racheter en corrigeant ses erreurs, même s'il prend une balle mentale pour Dipper, travaille à découvrir la vérité sur ce qui se passe à Gravity Falls et joue un rôle majeur en aidant à transformer le Mystery Shack en un mecha capable de combattre Bill. Même s'il y a des raisons de le mettre plus bas, personne ne conclut mieux cette catégorie que Stanley Pines, alias Oncle Stan, sans doute le personnage le plus drôle et intriguant de la série, et plutôt tumultueux, surtout côté moral. Ce type est un escroc, mettant ses enfants en danger et les rendant complices de crimes comme la contrefaçon de billets. Et sa liste de crimes pourrait remplir un écran de journal télévisé. Un casier judiciaire très chargé. Stan, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Stan est aussi un vrai radin jusqu'au bout. Je ne donne rien à la charité. Même très attaché à sa famille et prêt à affronter un ptérodactyle pour sauver l'animal de Mabel, cela l'empêche seulement de sombrer totalement du mauvais côté. Après que Stan ait accidentellement ruiné l'expérience de Ford à la foire scientifique, son histoire devient bien plus touchante. Stan est banni de sa famille jusqu'à ce qu'il leur rapporte une fortune, le poussant à chercher désespérément de l'argent, légalement ou non. Après avoir vu Ford aspirer dans sa machine, Stan a travaillé sans relâche pour rembourser l'hypothèque et sauver son frère, donnant ainsi naissance au Mystery Shack. Stan mérite la médaille du centre de l'avidité, mais pour de bonnes raisons, il a travaillé dur et escroqué toute sa vie pour sauver son frère, qu'il avait ignoré pendant presque 10 ans. Dans le final de la série, il était même prêt à sacrifier son esprit à Bill pour tenter de le détruire définitivement. Même s'il a finalement réussi à retrouver la mémoire, Stan était littéralement prêt à abandonner sa propre essence pour protéger le reste de Gravity Falls. Et si ce n'est pas un acte digne d'être qualifié de héros, je ne sais pas ce que c'est. Mais sur ce, il est temps de passer en terrain neutre. De personnages un peu louches à des criminels à la limite, voici la zone grise. On risque de briser quelques cœurs ou claviers, mais Ford, alias Stanford Pines, arrive ensuite. Malgré son absence pendant la majeure partie de la série, Ford a un impact énorme dès son apparition. La main à 6 doigts de Ford montre qu'il a écrit les célèbres journaux lors de ses recherches à Gravity Falls. Un journal? Je vais juste ignorer ça. Ford a découvert de nombreuses choses absurdes, faisant de lui l'un des personnages les plus intelligents de la série. Il a aussi beaucoup aidé Dipper et Mabel, souvent de façon indirecte. Malgré son respect, Ford perd des points pour avoir mis l'univers en danger afin de poursuivre ses recherches, principalement à cause de Bill, qu'il a trompé pour accéder à son esprit. Cela n'excuse pas qu'il ait aussi tenté d'utiliser Stan, qu'il n'avait pas vu depuis des années, pour avancer ses recherches. Comme Stan a été blessé d'être ignoré et que Ford a été ingrat après avoir été sauvé, Ford doit être placé un peu en dessous de son frère jumeau. Je dirais qu'il s'est racheté à la fin, tenant la promesse d'enfance du duo de partir ensemble. Ensuite, les amis de Wendy, Lee, Nate et Tambry arrivent en groupe. En réalité, ces trois-là sont simplement des adolescents normaux, avec les défauts typiques de leur âge. Ils sont imprudents, impulsifs et parfois carrément méchants, ce qui se voit surtout dans la façon dont ils traitent le pauvre Thompson. Mais au final, ils n'ont pas de défauts vraiment terribles.
même s'ils n'ont pas non plus de grande qualité. Notre prochain personnage a plusieurs noms. Le Raz Dazzler, Vodacious T, ou pour notre classement, Toby Déterminé. C'est un personnage secondaire chaotique, difficile à cerner moralement dans certains épisodes, mais il reste un gars correct et discret. Il passe de la fête d'anniversaire de Zeus à une carrière réussie dans le journalisme, avec Sandra Jiménez à la fin de la série. À d'autres moments, cependant, on le voit faire des choses plutôt louches, comme faire partie de la société de l'œil aveugle. Il y a aussi eu ce moment où il a piégé Dipper pour obtenir l'adresse du Mystery Shack, qu'il a donné à Gideon contre le numéro de Sandra Jiménez. Ce type peut être un peu flippant, mais il est assez sympathique et a une boussole morale plutôt intacte. Mentionnons rapidement Multi-Horse. Qu'est-ce qu'un multi-ours? L'ennemi juré des Manotaurs. Pourquoi est-il leur ennemi juré? Vous pouvez vous poser la question. Eh bien c'est simple, il aime la musique pop de filles. Non vraiment, c'est tout, je ne plaisante pas. Ce type a l'air plutôt cool à part ça, franchement. Il aide même à combattre Bill lors du final de la série, ce qui montre qu'il a bon cœur. Ou au moins un bon lot de tête sur ses épaules en tout cas. Ensuite, un autre personnage secondaire apparaît. Monsieur Pulchek. Je respecte la passion, mais lui va sans doute un peu trop loin. Pulchek est très fier de sa piscine et il s'attend à ce que ses employés en fassent autant, même s'ils sont mineurs. Il n'hésite pas à crier sur les enfants comme un sergent instructeur pour que tout marche. À sa décharge, il fait juste son travail. Il semble émotionnellement instable. Mais il le fait de manière un peu plus agressive qu'il ne le devrait. Mais si vous cherchez un personnage agressif, Rumble McSkirmish correspond encore mieux à ce profil. Dans l'un des meilleurs épisodes de la série, Dipper invoque Rumble comme une sorte de garde du corps pour le protéger de Robbie, qui voulait se battre avec lui. Bien qu'il soit apparemment un adulte, essayer de se battre avec un lycéen est pour le moins moralement discutable. Rumble vient d'un autre monde que Dipper et a été trompé en croyant que Robbie avait tué le père de Dipper. Il a tué ton père. Bien sûr. Alors que Rumble est vindicatif et violent, toujours prêt à trouver un adversaire à combattre, il aide finalement Dipper et son groupe à vaincre Bill à la fin. Et certains diraient que c'est précisément à ce moment-là que Rumble McSkirmish est devenu Humble McSkirmish. Toujours debout. La suivante est la journaliste locale Sandra Jiménez. En dehors de l'affection de Vodacious T, il y a peu à dire sur Sandra. Elle paraît généralement respectueuse des lois, mais reste assez insensible en évoquant la mort du maire Befuddle Thumpter. C'est bien son nom, non? Parlons de Befuddle Thumpter. Elle pleure littéralement de joie à l'antenne parce qu'ils ont enfin de vraies nouvelles à annoncer. Je suis tellement heureuse. Madame, un homme vient de mourir, ayez un peu de respect. Ensuite, nous avons le genre de gars qui mangerait un bol de clous au petit déjeuner sans lait. C'est Manly Dan Corduroy. En apparence, Manly Dan semble être l'incarnation même de la masculinité toxique. On rejette ce qu'on ne comprend pas. C'est un gars au tempérament colérique et à une occasion, il était prêt à foncer avec son camion dans une voiture où se trouvaient 2 enfants. Tout ça simplement parce que Mabel avait écrit plusieurs fois « c'est surfait » sur la vitre. Néanmoins, il y a bien plus à découvrir sur lui. Il fait suivre à ses enfants un entraînement de survie chaque année au lieu de Noël, ce qui est tordu. Mais il cherche surtout à les rendre autonomes et en sécurité. Il est généreux, protégeant les plus faibles comme Tyler, et a offert des pancakes à tout le restaurant dans l'épisode Dipper contre la virilité. Dans notre prochain numéro, nous recevons Gabe Benza, l'un des prétendants de Mabel. Je vais laisser cette image parler d'elle-même. Il met sa passion pour les marionnettes à profit en animant parfois des spectacles bénévoles pour enfants dans les bibliothèques. C'est cool. Gabe est peut-être snob avec les marionnettes, mais au moins il n'est pas snob avec à peu près tout le reste. Comme Pacifica Northwest, le personnage de Pacifica peut se résumer en 2 mots simples. La pire. Elle est sarcastique, méchante, riche. Bon d'accord, être riche n'est pas mauvais en soi. Elle profite de son statut pour rabaisser les autres, ce qui en fait une candidate idéale pour la médaille du centre de l'orgueil. Il y a peu d'aspects positifs à propos de Pacifica, mais on doit lui accorder un peu de marge par sympathie. Si je meurs, je vous poursuis en justice. Même si elle est sans doute la pire, il ne faut pas oublier que Pacifica reste une enfant, élevée par ses parents pour leur obéir aveuglément à chaque coup de cloche. Elle a fait de bonnes actions et dans la ville a arrêté Bill dans le final malgré sa réticence. Il est également sous-entendu qu'elle a désormais au moins un certain respect pour les jumeaux, étant donné qu'elle a même emballé les cadeaux de leur 13e anniversaire. Quand allez-vous ouvrir vos cadeaux? Je me suis cassé un ongle en les emballant. Si Pacifique se détache de sa famille toxique, elle peut devenir correcte. Ainsi, nous ne la classons pas plus bas, passant d'un avenir potentiel à réel. Ensuite, il y a Bébé du Temps. Bien que Bébé du Temps n'est pas innocent. C'est le tyran suprême de l'univers dans un futur lointain. Bien qu'il soit impitoyable dans ses méthodes, il œuvre tout de même à maintenir la stabilité du continuum espace-temps, allant même jusqu'à perdre la vie face à Bill lors de la bataille finale. D'une divinité à une autre, voici le dieu de l'amour. Ce musicien adoré maîtrise parfaitement l'art d'influencer la vie amoureuse de son entourage. Bien que son travail soit important et risqué, le dieu de l'amour ne le prend pas vraiment au sérieux et se laisse distraire,
au point qu'un enfant de 12 ans lui vole une potion d'amour. Il cède finalement à la fin, permettant à Mabel de littéralement jouer à Dieu. Ce n'est pas un mauvais gars, mais il manque vraiment de responsabilité, ce qui est plus problématique vu qu'il est une divinité. Enfin, et cela peut surprendre, Archibald Corduroy occupe la dernière place de la zone grise. Également connu sous le nom de fantôme du manoir Northwest, ce type est un ancêtre de Wendy décédé depuis longtemps. Mais plus important encore, il était un artisan engagé pour construire le manoir Northwest. Le paiement pour ce travail était censé être l'invitation de toute la ville à une fête annuelle spectaculaire, une récompense promise mais jamais accordée. Sa rancune envers la famille Northwest est justifiée, mais il transforme de nombreuses personnes, dont Dipper et Mabel, en arbres lors de sa vengeance. Il a fini par céder quand Pacific a ouvert au public. Il défendait la justice sociale de façon discutable, mais il l'a fait. Ce n'est pas totalement maléfique, ça non? Je ressens le bois de la justice. Dans tous les cas, cette dernière catégorie est dédiée aux personnages auxquels vous ne devriez jamais, au grand jamais, faire confiance. Ce sont les personnages mauvais à maléfiques. Pour commencer, cette catégorie représente le moindre de, peu importe combien, de mots. Robbie, contrairement aux autres amis de Wendy qui ont un peu de décence, Robbie est un crétin du début à la fin. Avant tout, il manque tellement de confiance qu'il voit Dipper, un garçon de 4 ans, son cadet, comme un vrai rival amoureux. Déjà avant Wendy, il était méchant, comme quand il a volé la barbe à papa de Mabel dans Le cochon du voyageur temporel. Mais ça s'aggrave après le début de sa relation avec Wendy. Il défie un collégien en combat, puis hypnotise Wendy avec une chanson pour qu'elle lui redonne une chance après leur rupture. Maintenant, pour nuancer sur Robbie, même si c'est limité, il ignorait que le CD pouvait laver le cerveau et a aussi prétendu avoir écrit cette chanson alors qu'il l'a volée à un autre groupe. Je pense que même en sachant ses pouvoirs de lavage de cerveau, ça n'aurait pas arrêté Robbie. Malgré sa bêtise, il reste récupérable. Il semble avoir tourné la page sur Wendy et peut à nouveau traîner avec les autres équipes. Espérons qu'il a retenu la leçon et deviendra plus comme ses parents joyeux. Il répète « Nous sommes trop joyeux pour des croque-morts ». Ensuite, nous avons les tout premiers méchants de la série, les gnomes. À première vue, ces petits gars peuvent sembler tout à fait inoffensifs. Quelle créature mystique de la forêt est plus innocente que le modeste gnome après tout? Peut-être aucune, mais beaucoup sont moins effrayantes. Ça, c'est normal pour un gnome. Écoute, je veux bien supposer que ces types ne savaient pas que Mabel avait 12 ans, même si tous étaient clairement des hommes gnomes barbus. Même en supposant que les gnomes ne sont pas des prédateurs d'enfants, ils restent pervers pour avoir tenté d'enlever Mabel et de la forcer à devenir leur épouse. Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. On peut leur reconnaître d'avoir aidé à arrêter Gideon puis Bill, mais ils n'agissent jamais sans intérêt, comme obtenir une nouvelle reine. Waouh, une femme mûre, hein? Hé, Shmebula, apporte-moi mon parfum. Voici une autre créature colorée de la forêt, la majestueuse licorne Celesta Bella Betabel. Franchement, un nom aussi inutilement complexe me suffit à la trouver maléfique. De plus, cette fille juge sans cesse quiconque l'approche pour éviter qu'on prenne ses poils de licorne magique. Ce serait compréhensible si elle tenait vraiment à protéger ses poils, même si ce serait un peu mesquin. Puisque c'est la Bella Bête, ou peu importe son nom, reconnaît le faire juste pour embêter les humains, on ne lui donne pas le bénéfice du doute. Ensuite viennent les Lilliputiens. Ces types ressemblent aux gnomes, petites créatures conscientes tentant de tuer au moins un enfant. Mais les Lilliputiens ne cherchent pas seulement à enlever leur reine autoproclamée. Chaque groupe veut prouver qu'il gère le mieux son trou au mini-golf. Et ils sont même prêts à tenter de tuer Pacific quand ils pensent que cela leur fera gagner les faveurs de Mabel. Quand Mabel se retourne contre eux à juste titre, ils décident de s'en prendre au trio et essaient de tous les tuer. Cela montre au moins qu'ils savent mettre leurs différends de côté, non? La tolérance a de la valeur, d'où la place modeste des Manotaurs dans notre classement. Oui, ils ont aidé à la bataille finale contre Bill. Arrivé à ce stade du classement, cela n'a plus vraiment d'importance. Que pouvaient-ils faire d'autre? Ils devaient soit affronter Bill, soit mourir. En dehors de leur rôle dans le final, les Manotaurs incarnent la masculinité toxique. Ils ne s'intéressent qu'à la force, la douleur et la souffrance, rejetant tout ce qui n'est pas perçu comme traditionnellement viril. Tue l'ours multi, ou tu ne seras jamais un homme. Ils sont très hostiles envers les étrangers, surtout envers l'ours multi, leur ennemi juré qu'ils cherchent à tuer, simplement à cause de ses goûts musicaux jugés féminins. La seule qualité positive qu'on peut attribuer aux Manotaurs, c'est qu'ils acceptent d'aider Dipper à devenir plus viril, mais seulement après qu'il ait présenté cela comme un défi. En résumé, notre prochaine surprise est le monstre de l'été 8. J'adore que cette série ait été si créative juste pour faire un épisode spécial Halloween, bien que l'histoire se passe sur un seul été. Quelque chose là-dedans me paraît contre nature. Le monstre de l'été est composé de bonbons invendus, de cacahuètes de cirque, de barres chocolatées sans marque, bref tout ce qui reste dans le bac à solde chez Dollar Général après les fêtes et que l'on ignore toujours. Il reproche aux enfants de ne pas manger ces bonbons
et menace de les tuer s'ils ne lui en donnent pas assez avant que la dernière citrouille ne s'éteigne. Bien sûr, manger des enfants est horrible, mais le monstre cesse sa terreur lorsque Zeus apprécie ses bonbons, montrant qu'il voulait juste de la reconnaissance. Il est temps d'évoquer l'homme passionné par la météo, Blendan Blandin. C'est un cas à part. On comprend bien sa frustration envers les jumeaux Pins. En volant sa machine à voyager dans le temps, ils ont provoqué de multiples anomalies temporelles et fait perdre son travail à Blendy. Cela l'a poussé à élaborer un plan de vengeance contre ses 2 enfants pendant tout son séjour en prison. Son plan était d'utiliser un vœu temporel pour empêcher leur naissance. Rancune justifiée ou non, cette vengeance lui vaut la médaille du centre de la colère. Il se moque des enfants et de Zeus pour avoir gaspillé leur temps, montrant qu'aider autrui avec un vœu lui paraît absurde. Il n'a pas vraiment tiré de leçon de sa défaite contre les jumeaux, même après qu'ils aient utilisé un vœu pour lui rendre son travail. On se rapproche du territoire du mal pur. Et ensuite nous avons Bud Gleeful, le père de Lil Gideon. Inutile de dire que Bud n'est pas vraiment un modèle de père de l'année. Même s'il semble sincèrement aimer son fils, il est plus qu'heureux d'utiliser Gideon dans ses différentes combines pour gagner de l'argent, y compris, mais sans s'y limiter, en profitant de son statut de célébrité. Nous devons aussi considérer sa femme, qui est clairement en détresse. Que se passe-t-il là-bas, Bud? Continue simplement à reculer. Continue simplement à reculer. Avons-nous plus de raisons d'appeler le causelier que prévu? Bud n'a pas vraiment de qualité rédemptrice. Il fait juste moins de choses dépravées que les autres. Il fait aussi partie de la société de l'œil aveugle, ce qui signifie qu'au mieux, il pourrait avoir une place dans la zone grise. Mais vu tout le reste à son sujet, il n'y a aucune chance qu'on puisse être aussi indulgent avec lui. L'ancien chouchou de la ville devenu Link, Gideon Glorieux, est le principal méchant de la première saison et un antagoniste secondaire dans la deuxième. C'est un cerveau qui profite de l'adoration de la ville pour obtenir argent, célébrité et surtout l'amour de Mabel. Quand Gideon est rejeté par Mabel, il prouve qu'il est un vrai pervers en essayant d'attaquer Dipper pour lui avoir annoncé qu'elle n'était pas intéressée par lui. Si tu connais le subreddit r/niceguy, tu sais déjà tout du romantisme de Gideon. Il est doux jusqu'à ce qu'on lui résiste, puis il devient psychotique. On voulait être plus indulgent avec Gideon car il est encore enfant. N'en fais pas toute une histoire. Oh, je ne le ferai pas. Moi, si. Vu ses tentatives répétées d'enlever Mabel, de nuire à la famille Pine, de harceler la ville, je pense que c'est l'endroit qu'il mérite. Pas les cheveux. La pire action de Gideon reste d'avoir collaboré avec Bill, sachant à quel point il est dangereux et maléfique. Gideon travaille pour Bill jusqu'à ce que Dipper le convainque de soutenir Mabel, ce qui lui coûte cher. Il finit cependant par rejoindre les gentils. À la fin de la série, il commence au moins à se réformer. Je vais essayer d'être le petit Gideon, un enfant normal. Il envoie 6 prisonniers musclés contre des enfants qui se moquent de lui. Mais il essaie maintenant de s'améliorer. Puis nous avons l'un des méchants les plus mémorables de la série, Gifanni. So, cherchant une cavalière pour le mariage de son cousin, achète un simulateur de rencontre censé l'aider à parler aux femmes. Il s'avère cependant que ce jeu est une vraie femme et elle manipule complètement Zeus pour qu'il ne parle qu'à elle et à personne d'autre. Quand Zeus obtient un rendez-vous et rompt avec Gifanni, celle-ci devient folle et essaie de tuer la nouvelle copine de Zeus. Sans oublier ses 2 enfants, aussi ses meilleurs amis, faisant d'elle la candidate idéale à la médaille du centre NV. La seule issue reste encore dans mes bras. Je suppose. À sa décharge, exister seulement comme petit ami IA et n'avoir d'attention que jusqu'à ce que l'utilisateur trouve une vraie fille ne doit pas être facile. Si Gifanni avait un côté tragique ou sincère, ce n'était pas évident. On la classe donc assez bas. Nous avons évoqué le fondateur bien intentionné de la société de l'œil aveugle. Mais Ivan l'aveugle illustre vraiment le danger de ce groupe. Il exploite l'effacement de la mémoire des habitants pour garder le pouvoir et le secret, et se vante qu'on ne le reconnaîtrait jamais, même après l'avoir rencontré. Il accepte de mettre des enfants en danger et que la technologie d'effacement de mémoire détruit lentement l'esprit de tous ses utilisateurs. Cela semblerait indiquer qu'Ivan est une figure purement maléfique, mais à son très faible crédit, il exprime que la société vise à empêcher les citoyens de Gravity Falls de s'inquiéter des bizarreries autour d'eux. Dans ce sens, je suppose qu'il fait quelque chose d'assez proche du bien, mais ce n'est toujours pas suffisant pour appeler ce type un héros. La médaille de bronze du mal va à l'incarnation de la cupidité des entreprises, Monsieur Bratzmann. Cette vidéo est présentée par Wicked Binge. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première, avant tout le monde. De plus, vous aurez accès à des emojis réservés aux membres et à des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Ils dirigent à plusieurs reprises et veillent à leur clonage infini, ce qui permet de maximiser nos gains grâce à leur performance. Ils gardent ces gars enfermés comme des hamsters, ne nourrissant apparemment bien que ceux qui offrent un bon spectacle.
en plus de toutes les horreurs indicibles qu'il commet en asservissant ses garçons de cette manière. Bratzmann s'accapare toutes les récompenses du travail de ses employés sans leur laisser vivre hors de sa cage, quelle que soit la salle de concert où il joue. Bratzmann est presque l'incarnation même de ce que signifie être un véritable être humain maléfique, mais la médaille d'argent du mal revient au seul personnage humain que nous considérions comme encore pire. Nathaniel Northwest. C'est probablement un classement controversé. Nathaniel, contrairement à la plupart des autres dans cette catégorie, ne semble pas être un criminel à part entière. Ce n'est pas non plus un monstre au sens propre. Cependant, il compense largement cela en étant l'essence même d'un être humain répugnant. Avant tout, Nathaniel est un père horrible. Il insiste pour que Pacific gagne chaque compétition à laquelle elle participe et ne prend même pas la peine de rester pour la regarder. Pacific, ma chérie, nous devons aller à une fête. Nous lirons ton succès dans le journal. Si cela ne suffisait pas, l'épisode du mystère du manoir Northwest montre son style parental à la maison. Quand il sonne une cloche, Pacific obéit aussitôt et presque machinalement, sans qu'on sache vraiment ce qu'il lui a fait. Elle réagit ainsi au simple son d'une cloche. Je doute que ce soit gentil. On pourrait passer la journée à évoquer toutes les horreurs sur ce type. Nous allons manger le majordome. C'est un connard négligent, abusif et élitiste qui refuse même de reconnaître l'existence des pauvres. Mais même en tenant compte de tout cela, il y a une chose qui le rend encore pire. Il a offert ses services à Bill Cipher au début de l'apocalypse bizarre en tant que l'un de ses cavaliers. Ce fut un choc pour la ville et sa famille. En se proposant comme serviteur à Bill, il a prouvé qu'il était prêt à trahir famille, amis et le monde entier pour rejoindre les vainqueurs. Nathaniel Northwest est un monstre irrécupérable, sans la moindre once de bonne volonté en lui. Et le plus frustrant avec lui, c'est qu'on ne peut toujours pas le mettre en première position. Allons droit au but, d'accord? La médaille d'or du mal revient au frère jumeau de Detective, qui a tiré sur lui lors du final de la saison. C'est le rebondissement attendu. Blagues à part, Bill Cipher était clairement le favori, on le savait. La ville regorge de personnages peu recommandables. Mais dire que Bill était autre chose que le mal pur serait lui manquer de respect. Il est froid, calculateur et sadique. Il utilise son pouvoir presque illimité pour manipuler et torturer des êtres inférieurs. Juste pour le plaisir. Son côté impitoyable, son charme et son charisme font de lui le personnage le plus dangereux de la série, au point qu'il n'est pas nécessaire de justifier sa première place. L'objectif de ce plan est de détruire le monde actuel pour en créer un nouveau selon ses caprices psychopathes. C'est difficile de faire plus diabolique, surtout alors que les vrais méchants se font rares. Bill a toujours été une vraie bouffée d'air frais. Maintenant, pour une raison totalement sans rapport et pas du tout angoissée, laissez-moi vous faire une critique de plusieurs minutes sur le livre de Bill et pourquoi c'est la meilleure chose que vous lirez jamais, même si ce n'est pas un triangle.